Notre première entreprise du jour, Asterios. Elle conseille les startups et les PME dans leur financement en étudiant toutes les sources possibles en France, publiques, privées et participatives. Avec nous sur le plateau, son président fondateur, Stéphane Bunouf. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors, présentez-nous brièvement le concept d'Asterios et ses 3 segments d'expertise. Écoutez, on est les premiers aujourd'hui en Europe à être capables effectivement d'aller regarder pour une entreprise innovante ce que nous pouvons aller chercher en termes de financement public d'abord, donc typiquement crédit d'impôt recherche, BPI France et autres, aller l'accompagner également sur la recherche de financement privé, donc le rapport le plus intelligent possible qu'on puisse trouver entre une levée de fonds et le recours à la dette via des banques notamment, et puis effectivement d'y apposer de façon un peu originale et j'espère intelligente le financement participatif, donc le crowdfunding sous forme de prêt aujourd'hui, donc de lending. Et alors, qui sont vos clients? Vous venez de nous dire que c'est pour des financements d'entreprises innovantes. On est plutôt sur des startups? Alors, on est plutôt sur des startups originellement, effectivement. Ce sont les premières à nous avoir sollicité parce qu'elles avaient un besoin, effectivement, pour financer leur croissance. Et que c'est très compliqué quand on crée sa boîte, en plus, tous ces sujets de financement, j'imagine? Alors, c'est compliqué et en même temps, on est sur un terrain en France ou sur un territoire qui offre des possibilités en matière de financement public qui sont extrêmement intéressantes. Donc, c'est assez pertinent de se poser la question en premier lieu, de se dire quelles sont les sources de financement public qui s'adressent à nous et qu'on peut solliciter. Mais à côté de ça, à côté de ces startups qu'on accompagne et qui sont de tout secteur, l'innovation finalement se retrouve aujourd'hui dans le digital, dans le domaine de la santé, dans les fintech, mais également aussi dans les sciences sociales, les sciences humaines. Donc vous avez tout un tas d'entreprises possibles. On a été sollicité également par des PME, par des ETI et puis aujourd'hui par des grands comptes, soit sur leur réflexion personnelle de financer certaines entreprises ou entités en croissance au sein de leur groupe, soit pour accompagner leurs incubateurs et les accompagner dans la réflexion générale sur l'incubation et leur rapport à l'entreprise innovante en général. Et alors aujourd'hui, vous avez à peu près combien de clients? On est entre 150 et 180 clients. Alors pourquoi je dis entre 150 et 180? 150, c'est le nombre de startups qui sont clientes chez nous et puis les 30 autres sont plutôt des PME, des ETI et des grands comptes. Alors concrètement, que leur proposez-vous? Est-ce que vous pouvez nous citer 2-3 cas pratiques de propositions de financement selon évidemment des situations différentes? Bien sûr. Alors en premier lieu, souvent une entreprise se pose la question de savoir si finalement elle est réellement éligible à du crédit d'impôt recherche et puis on essaye de les amener à se poser la question de se dire, vous savez, vous avez décidé de valoriser l'entreprise innovante ou l'innovation chez vous sur votre département intitulé R&D, innovation et autres, et on essaie de les amener à avoir une intelligence d'aller chercher un peu plus loin et de dire, vous savez, l'innovation chez vous, elle n'est pas seulement sur les produits ou les services que vous allez offrir à vos propres clients, mais elle se retrouve par exemple sur la numérisation de vos activités, elle se retrouve sur la façon dont vous appréhendez le management, le marketing, et toutes ces nouvelles façons de faire et d'appréhender des sujets peuvent être éligibles à des crédits d'impôt recherche. Donc ça, c'est un cas de figure un peu numéro 1. Et puis l'impôt recherche, c'est très important en France. Il est important, il amortit quand même de façon unique au monde la R&D, en fait, les investissements d'innovation qu'engagent les entreprises, quelle que soit leur taille. D'autres crédits d'impôt recherche existent sur d'autres pays, mais le crédit d'impôt recherche français est aujourd'hui le plus avantageux. Il représente quand même 30% d'amortissement de vos dépenses R&D, donc qui peuvent être très, très conséquents. Et puis à côté de ça, les cas d'école les plus fréquents qu'on a sont des entreprises qui viennent nous voir pour nous dire « j'ai besoin d'investir pour me développer en France ou à l'international et je vais faire une levée de fonds ». Et là, on essaye de leur dire, à côté de la levée de fonds, donc de la dilution capitalistique telle que vous l'entendez, peut-être une partie du capital à des privés, à des investisseurs privés. Exactement. L'idée, ça va être de se dire, on a d'autres sources de financement possibles. Donc si on regardait bien le plan de financement dont vous avez vraiment besoin pour construire ce projet sur les 1, 2, 3 ans à venir, et si on y mettait l'intelligence de justement regarder votre éligibilité au dispositif public, effectivement le financement privé, sans oublier la dette, qui est historiquement basse en termes de coûts. Aujourd'hui, vous avez des prêts bancaires à des taux absolument défiant toute concurrence. Et puis le participatif qui a un autre rôle dans le plan de financement et qui permet justement de diffuser un autre message sur votre façon de vous développer. Alors, quelles sont les demandes les plus courantes finalement auxquelles vous avez à faire face avec ces startups et quel est votre savoir-faire le plus pointu? J'ai l'impression qu'en financement public, vous êtes extrêmement calé. Alors, en financement public, effectivement, on est calé. On a des docteurs en sciences, donc qui vont sur un certain nombre de métiers être capables de qualifier l'innovation. On a une équipe qui est vraiment remarquable sur ces sujets. Il faut quand même un niveau en plus scientifique important, d'accord. Il faut un niveau scientifique et puis il faut cette dimension conseil d'être capable de dire dans
la discussion que je vais avoir avec un client, comment je me positionne effectivement pour être capable, au-delà des lignes de ce qu'on me décrit comme projet innovant, où se trouvent les sources d'innovation dans l'entreprise. Mais à côté de ce sujet public sur lequel effectivement on est bon, je crois que ce qui est nouveau également, c'est ce qu'on a fait en matière de financement participatif, donc avec notre plateforme myoptions.co, qui permet de dire aussi, vous savez, le financement peut être vu de façon complètement nouvelle, il peut avoir une dimension communautaire, vous pouvez profiter d'un moment sur lequel vous financez vos projets pour également communiquer et adresser un message à une communauté, que ce soit vos clients, que ce soit vos équipes, que ce soit vos partenaires, et le fait de se dire, et ça on a été assez nouveau là-dessus, souvent des entreprises nous disent on écarte le financement participatif parce que vous savez on est dans un modèle B2B pas très sexy, donc on va intéresser personne. Et on est une des premières plateformes à avoir dit si, sur le plan de financement global que vous avez, ce financement participatif peut jouer un véritable rôle, vous pouvez communiquer et il va venir effectivement vous permettre de diffuser un message et ça fonctionne de mieux en mieux. Donc là c'est sur votre plateforme, si je comprends bien, c'est uniquement les entreprises empruntent de l'argent, il n'y a pas une notion de capital. Quel est l'intérêt ou quelle est la différence par rapport à un endettement bancaire pour elle ? Alors, par rapport à un endettement bancaire, effectivement, le but du jeu pour l'entreprise va être de dire quel est le message que je souhaite adresser aujourd'hui. Vous allez donc pouvoir communiquer et quand vous êtes en campagne, vous diffusez effectivement une communication. Il y a un intérêt vraiment, typiquement quand vous êtes en levée de fonds, vous ne pouvez pas forcément ouvrir le capital à tout le monde. Vous allez chercher des investisseurs professionnels, certaines entreprises jouent un autre jeu, mais majoritairement c'est le cas. Nous, on apporte une solution en disant, écoutez, vous n'avez pas forcément pu ouvrir le capital à l'ensemble de vos salariés, eh bien le financement participatif va être l'occasion de dire offrez une dette à 6, 7, 8%, donc on va avoir des taux qui vont être très différents des taux bancaires, hein, bien évidemment, mais derrière vous allez proposer une épargne à vos partenaires, à vos employés qui va être intéressante. Et puis pour le dirigeant, souvent, quand vous avez affaire à une nouvelle entreprise, ce dirigeant qui a déjà levé de l'argent et qui a levé de la dette, on lui a très souvent demandé de garantir et de nantir cette dette. Et bien sur le financement participatif, on va être extrêmement drastique, nous, sur la sélection des projets, mais la contrepartie, c'est qu'on ne va pas demander, une fois qu'il est sélectionné au dirigeant, d'ajouter une garantie à ce financement. Et alors, comment fonctionne votre modèle économique ? Vous prenez des commissions sur les montants levés ou les montants empruntés ? Comment ça se passe ? On a décidé d'être très orienté plus-value dans notre métier. On considère que si on n'a pas une plus-value réelle sur une opération, il ne faut pas qu'on la fasse. Donc, mécaniquement, on a effectivement décidé de se mettre au succès et donc de prendre une part des financements qu'on va chercher. Et ça nous permet vraiment de nous dire, avec nos clients, on est à côté de vous pendant cette opération et on s'est engagé à vos côtés à réussir. Et si jamais on ne réussissait pas, ce qui ne nous arrive pas ou rarement, eh bien effectivement, on partage vraiment l'aventure. On subira les conséquences comme vous. En tout cas. Tout à fait. Et puis on va plus loin que ça sur le crédit d'impôt recherche. C'est important de garantir aussi dans le temps la prestation parce qu'un crédit d'impôt recherche, vous pouvez avoir une discussion qui est entamée avec l'administration fiscale dans les 1, 2, 3 ans de la demande. Et là, on engage également nos honoraires pour dire c'est une forme de garantie. On a fait la prestation pour vous et on va s'engager dans le temps à garantir cette prestation au mieux avec la façon dont on a structuré notre contrat. Alors comment vous, Asterios, vous avez financé le développement ? Alors, on s'est appliqué à nous ce qu'on conseille à nos clients de faire. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, au travers de cette stratégie de financement global, on s'est offert à nous et à nos équipes un terrain de jeu d'intelligence. C'est-à-dire qu'on s'est dit, la façon d'aborder tout ça aujourd'hui, si effectivement on va un petit peu plus haut dans la réflexion, ça permet et aux clients d'avoir la réponse à un besoin intéressant, et effectivement à nos équipes de dire, nous on travaille sur des sujets qui nous plaisent et de façon intéressante. Donc on s'est appliqué tout ça à nous-mêmes et quand on a décidé de financer notre entreprise, eh bien on est allé chercher quelques financements publics, assez rares pour un cabinet de conseil tout de même, mais il en existe. On a levé des fonds un petit peu l'année dernière pour le groupe Asterios pour permettre de financer notre développement et on a engagé une campagne de financement participatif sur myoptions.co. Et on se prépare à nouveau pour développer cette plateforme de crowdfunding qui nous tient à cœur à une levée de fonds dans les prochaines semaines. Et alors, à quoi vont servir ces fonds levés ? Quels sont vos relais de croissance ? Eh bien, comme je vous le dis, aujourd'hui dans la relation qu'on a engagée, alors notamment avec les grands comptes, on leur offre à la fois effectivement la possibilité d'accompagner leurs entreprises en France et sur un territoire international, mais derrière il faut qu'on développe notre plateforme. Donc effectivement on va se permettre d'aller à l'international notamment et puis de dimensionner nos équipes en fonction. Il y a un deuxième sujet qui est très intéressant avec le financement participatif, c'est que on l'a vu souvent comme la personne qui émettait effectivement une dette, donc une source de financement. Mais les grands comptes, les PME, les ETI, viennent trouver
sur ce financement participatif également la possibilité de placer une partie de leur trésorerie sans rentrer au capital, donc c'est nettement moins engageant, à des taux qui sont à 5, à 6, à 7, à 8%, pour prêter de l'argent à d'autres entreprises en croissance. C'est à la fois une manière pour certains de dire on rend au territoire quelque part ce que parfois le territoire nous a donné quand on a démarré notre croissance. C'est aussi une façon intelligente de se dire sans s'engager au capital, je suis en soutien d'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, et pour cela et pour diffuser et développer cette offre, on a besoin nous-mêmes de croissance et donc de relais de financement. Et juste sur l'international, il y a des secteurs, il y a des zones géographiques que vous visez particulièrement? Oui, alors en fait aujourd'hui en France on a beaucoup de demandes d'entreprises qui ont besoin de financement, et puis on a un nouveau secteur effectivement sur les PME, les ETI et les grands comptes, on a une très très forte croissance au-delà de ce qu'on fait déjà sur les startups. En revanche, on a besoin encore d'une force de frappe en termes de financeurs, donc des entreprises qui viennent financer d'autres entreprises, des investisseurs qui rentrent au capital. Ça c'est un vrai sujet pour nous. Et donc on regarde des zones dans lesquelles effectivement on va pouvoir trouver des sources de financement comme celle-ci, typiquement certaines zones asiatiques par exemple. D'accord. Merci beaucoup Stéphane Bunouf. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de Asterios.